Bien bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce livre journal de géopolitique profonde en direct. Je ne remercierai pas aujourd'hui Lara Stam, bien qui n'est pas avec moi, une fois n'est pas coutume. Elle a pris quelques 2 jours de repos parce que c'est particulièrement chargé actuellement, en particulier sur géopolitique profonde. Nous gérons les suites de notre périple consécutif au 9 mai, cérémonie sur la place Rouge, les 80 ans de la grande victoire des Russes, et des vidéos qui ont suivi, des entretiens. Donc beaucoup de travail. Ça ne nous empêche pas, Mike Borowski comme moi-même, d'assurer nos émissions en direct le samedi matin sur Radio Courtoisie. Comme hier d'ailleurs, j'étais avec vous dans le Florilège des Arts avec notre ami Gérard Le Tailleur pour une émission sur l'Agartha. Le mystère, l'imaginaire, c'est un des univers de notre ami Gérard Le Tailleur. Bien, écoutez, je remercie par contre parce qu'elle est fidèle au poste, elle est de retour. La semaine dernière, nous avions Arnaud cette semaine, Virginie est revenue, et oui, Nini Vlam, bonjour Virginie, enchanté. J'en connais un qui va être heureux aussi tout à l'heure, c'est notre ami Mike Borowski à partir de 10h30 et son livre Journal des controverses. Je préfère l'annoncer d'entrée parce que des fois, pressé par le temps et pour ne pas embêter plus que nécessaire Virginie, on est très vite obligé de passer de l'un à l'autre. Il y a très peu de temps entre les deux émissions. Et puis, là, on est très fiers aussi avec Mike d'avoir tous les samedis matins, non pas un, mais 2 bénévoles. 2, Sylvie et Patrice, qui sont tous les deux présents, d'ailleurs revenus depuis peu l'un comme l'autre de vacances. Et l'un était aux États-Unis, je crois bien d'ailleurs. Et voilà, donc ils sont là tous les deux, ce qui veut dire, chers auditeurs, évidemment, que vous pouvez non seulement, comme c'est d'habitude le cas, envoyer vos courriels électroniques à Radio Courtoisie, mais vous pouvez aussi joindre nos 2 bénévoles au standard, qui se feront un plaisir de noter vos questions, remarques, observations, et nous les transmettre avec mon invité du jour. Nous avons Sylvie en plus qui, selon Mike Borowski, est la plus belle écriture de Radio Courtoisie. On ne l'oubliera pas non plus celle-ci, voilà. Bien, écoutez, pas de Lara, pas de revue de presse. Il y en a un qui devrait en être satisfait, ça va être l'invité du jour, qui n'aura pas à ronger son frein à entendre mes longues litanies, mes colères, rentrer ou pas rentrer, mes indignations, nos indignations avec Lara. Et donc on va commencer tout de suite avec l'invité du jour, ça nous permettra d'approfondir. C'est bien d'ailleurs parce que même si c'est pour un livre en particulier qu'il est là, il en a fait un autre précédemment, qui m'intéresse tout autant. Donc on va comme ça avoir largement le temps de travailler sur les 2 ouvrages. Mon invité est un journaliste indépendant. Et je pense que c'est bien dans ce mot indépendant que se recèle aujourd'hui le métier de journaliste. En fait, vous avez les larbins et les indépendants, les achetés et ceux qui essaient de faire leur travail avec la charte de Munich, évidemment, qu'il ne faut pas oublier, on en reparle actuellement, à raison d'ailleurs, et qui nous informe, on dit aujourd'hui réinformer, mais qui nous informe tout simplement, les autres n'informent pas, il comble le vide sidéral de la société politique française et du monde occidental, qu'on remplit du vide avec du vide. Alors là, c'est pas le cas, parce qu'il faut savoir que même s'il y a des écrans de fumée, même s'il y a du vide, il y a aussi de l'ombre. Et c'est là que, souvent, dans l'ombre, se déroulent les enjeux majeurs. Cet invité, je le salue tout de suite avant de le présenter de façon plus importante, c'est Maxime Schex. Bonjour mon cher Maxime. Bonjour cher Nicolas, merci de m'avoir invité. Écoutez, c'est un plaisir, non seulement du fait de la matière que vous traitez, et puis c'est toujours un plaisir que d'inviter une recommandation de Sylvain Ferreira, parce que Sylvain Ferreira et Géopolitique Profonde, c'est toute une histoire
Même si on l'a très peu sur Radio Courtoisie, pas assez. Et pourtant, il y était venu avec à la fois tremblement et grande admiration la première fois, et en plus c'était sur un créneau du mercredi soir, à 18h. Il était grand admirateur de Serge de Beketch. Sylvain Ferreira, et donc à pouvoir s'exprimer, être l'un de ces invités, d'un des patrons d'émission du mercredi soir qui a pris la suite de Serge de Beketch, c'était pour lui un infini, un grand honneur. Donc nous, en tout cas, c'est un honneur d'avoir le fondateur de Veille Stratégique, l'historien de la guerre, Sylvain Ferreira, avec nous tous les mardis matins dans les matinales de géopolitique profonde à partir de 7h30 et en général au moins jusqu'à 9h, 9h30. Il est intarissable et pour le grand bonheur d'ailleurs de nos téléspectateurs, internautes et auditeurs. Et donc, c'est un ami en tout cas, c'est une recommandation de Sylvain Ferreira qui me permet d'avoir aujourd'hui Maxime Schex pour un livre principalement préfacé d'Alain Juillet, La guerre de l'ombre en Ukraine, les raisons cachées du conflit, OTAN-Russie, aux éditions Éric Bonnier. C'est bien ça. Exactement. Et merci à Sylvain Ferreira, qu'on salue d'ailleurs. Absolument. Je sais qu'il a mieux à faire qu'être avec nous. Je ne parlerai pas de sa vie privée aujourd'hui, mais enfin, il a raison d'être occupé ailleurs. Il y a la famille, la vie intime et souvent le jardin qu'il nous faut toujours conserver, même quand on est exposé publiquement. Donc vous êtes Maxime Schex, journaliste indépendant, j'ai envie de dire journaliste, un vrai journaliste, un essayiste, un traducteur. Et vous êtes titulaire, vous avez fait des études, vous êtes titulaire d'un Master 2, Histoire, Théorie et Pratique des droits de l'homme. Ça existe, ça, les droits de l'homme? Ou c'est un... Théoriquement. Paravent. Ouais. Non, mais je fais une boutade, mais c'était assez enrichissant comme étude, oui. et notamment au niveau des contre-exemples que dont j'ai pu m'inspirer à l'époque. Mais il y a quand même, ça m'a donné un côté un peu légaliste aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le droit international, et notamment le droit humanitaire. Et c'est pour ça que, de là, ça a développé chez moi ces études, une passion pour la géopolitique et la question légale, en fait, la question juridique dans les conflits armés. Moi, je ne sais pas quel est votre point de vue sur le sujet. Alors, on peut toujours en effet parler de guerre, d'agression au travers de l'opération spéciale de Vladimir Poutine, mais j'ai l'impression, et ce n'est pas le fait d'aller rencontrer des hautes personnalités russes qui m'ont fait changer d'avis sur le sujet, j'ai l'impression que les Russes sont beaucoup plus légalistes, comme en général les pays des BRICS et du Sud global, que nous le sommes nous, occidentaux, et occidentaux, anglo-saxons. On ne parlera même pas d'Israël, qui ne respecte absolument pas le droit international public. Est-ce que vous avez aussi cette impression que finalement les Russes sont très légalistes? On a l'impression des fois, on dit mais qu'est-ce que c'est? Et on regarde, ah oui, en effet. Alors, je me permets tout de suite, cher Nicolas, de préciser, moi, dans la question du conflit russo-ukrainien, et qui va au-delà du conflit russo-ukrainien, parce qu'en fait, mon livre est sous-titré « Les raisons cachées du conflit OTAN-Russie », parce que concrètement, on est face aujourd'hui à une guerre contre l'OTAN par proxy, en fait, hein, les Ukrainiens étant aux avant-postes, avec un soutien occidental massif, depuis 2022 en tout cas. Moi, je voulais juste me permettre en préambule de dire que je suis complètement neutre dans cette affaire et que je ne suis ni pro-russe ni pro-ukrainien. En fait, je suis simplement pro-fait. Vous n'irez pas vous battre, ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. Je ne suis pas un combattant. En tout cas, je combats sur le terrain intellectuel, sur le terrain géopolitique. Et comment vous dire, la guerre, c'est pas... Alors, ce soir, il y a la finale de la Ligue des Champions, donc je vais faire un parallèle avec le foot. La guerre n'est pas un match de foot. Donc en fait, dans ce conflit, dans la couverture médiatique de ce conflit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment les pro-russes, les anti-russes, les pro-ukrainiens. Moi, c'est vraiment... C'est pas PSGOM, on est vraiment dans un conflit armé qui est destructeur en premier lieu pour l'Ukraine, pour une partie de la Russie. Et puis, moi je rends hommage à tous ces combattants qui pour le coup sont sur le terrain et meurent. L'héroïsme, il est là plus que dans le sport, hein, voilà, ce qu'on nous essaie de nous faire croire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas ici aujourd'hui, ni d'ailleurs j'ai pas écrit ce livre pour défendre la position russe ou ukrainienne. Enfin vraiment, j'essaie de dérouler les faits et d'expliquer le cheminement historique
qui nous a mené à cette catastrophe humaine. Voilà. Cela étant dit, c'est vrai que les Russes sont, à mon avis, plus légalistes parce qu'il ne faut pas oublier qu'en décembre 2021, ils ont envoyé un document à Washington, un document qui en fait était axé sur une notion méconnue mais qui est essentielle selon moi, qui est le fait que les Russes voulaient une sphère d'intérêt sécuritaire. Et je dis bien une sphère d'intérêt sécuritaire et non pas une sphère d'influence. Ils voulaient surtout déjà depuis des années une architecture de sécurité commune en Europe. Exactement. Et on l'a déjà traité par mépris. Parce qu'en fait, on le voit aujourd'hui sur la question de la Roumanie, on l'a vu récemment aussi en Géorgie, on a l'impression que justement c'est un peu comme un match de foot, il y a les pro-russes et les anti-russes en Europe de l'Est, mais en fait non, il y a juste... des cadres démocratiques, alors imparfaits certes dans ces pays-là, comme ici d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, mais la question de l'influence russe est partout dans les médias, mais j'ai envie de dire, les Russes souhaitent au même titre que les États-Unis une sphère d'intérêt sécuritaire au sens que pendant la guerre froide, rappelons quand même que dans les pays d'Europe de l'Est, il y avait une zone tampon d'État neutre qui garantissait, dans la psychologie des dirigeants russes, qui garantissait quand même une sécurité. Et comme le dit Jeffrey Sachs, qui est un économiste et un géopoliticien que j'admire, qui est l'ancien conseiller économique de Bill Clinton, qui a assuré en fait la transition vers l'économie de marché d'un certain nombre de pays de l'Est. Puis qui est témoin de toutes les promesses que l'oncle Sam a pu faire à un moment donné aux Russes. Et lui, il explique très... Non tenu. Et effectivement, il explique très clairement qu'entre grandes puissances, il faut une séparation. Il ne faut pas que les grandes puissances se rapprochent trop. Et en fait, ce qui s'est passé à travers le Maïdan entre novembre 2013 et février 2014, c'est que les États-Unis, de façon ostensible, ont soutenu ce que moi j'appelle le coup d'État du Maïdan. Mais je l'appelle... Alors, les Russes parlent de coup d'État... à mon sens, c'est factuel. Les Russes, comme tout État, sont amenés à mentir sur un certain nombre de... Ça s'appelle la propagande. Sont amenés à mentir sur un certain nombre de sujets. Mais pour le coup, à mon avis, ils ont raison. C'est un coup d'État violent. C'est-à-dire que Yanukovych, le président de l'époque, qui était jugé pro-russe... Alors, les choses sont plus complexes parce qu'il essaie de maintenir un équilibre entre l'Europe et la Russie. Mais clairement, Yanukovych, à cette époque-là, n'a pas quitté le pouvoir pacifiquement. Il a dû fuir, en fait. Alors, il a fui, je crois, d'abord vers la Crimée, ensuite vers la Russie. Mais il a dû fuir, il était menacé de mort. Et en fait, les factions ultranationalistes au sein du Maïdan ont menacé d'aller le déloger avec les armes, par la force. Et donc, on n'a pas assisté à un processus pacifique et légal. Pour le coup, les Russes sont légalistes aussi sur la question du Maïdan, puisqu'ils ne considèrent pas les autorités post-Maïdan en Ukraine comme légitimes, parce que selon Poutine, alors il y a une vidéo qui a fuité d'Emmanuel Macron, qui parlait dans son bureau en février 2022, lorsque Vladimir Poutine a lancé l'invasion, ou dans laquelle qui montrait sa méconnaissance, par exemple, des accords de Minsk. Alors, est-ce que c'est de la méconnaissance? Bon, après, moi, je suis pas dans sa tête, mais ce que je veux dire, c'est que Vladimir Poutine disait clairement que, à ses yeux, les autorités post-Maïdan n'étaient pas légitimes, car issues d'un coup d'État. Alors, j'ai coutume de dire que si les Russes disent que le ciel est bleu, qu'il est effectivement bleu, j'observe que c'est les bleus. C'est pas prendre parti de dire effectivement le ciel est bleu. Je vais pas dire qu'il est gris pour faire plaisir à l'OTAN. Mais c'est pas un parti pris pro-russe. C'est juste, encore une fois, je suis pro-fait. Écoutez, Maxime, moi je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous voulez pas qu'on continue la présentation de votre personne, de vos ouvrages? Pour revenir, à moins que vous vouliez, réellement je vous ai coupé sur quelque chose d'essentiel. On est rentré dans les détails tout de suite, mais ce que je veux simplement dire et signifier, et ça me semble important, c'est que ce que les Russes ont subi à leurs frontières à la suite du renversement de Yanukovych en 2014 n'aurait pas été tolérable pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis n'auraient pas accepté que les Russes renversent le gouvernement canadien et intègrent le Canada dans une structure militaire et place des éléments radicaux à la tête du Canada. Et donc, pourquoi les Russes auraient accepté cela? En fait, j'essaie encore une fois de ne pas prendre parti, mais de me mettre dans l'esprit des dirigeants étrangers et expliquer que on y reviendra, mais depuis l'Antiquité, chaque État, chaque puissance veut une sphère d'intérêt sécuritaire, une sphère de sécurité
des zones tampons ou neutres à ses frontières et non pas qu'une puissance arrive. On appelle l'étranger proche. À ses confins, effectivement, à ses confins et menace militairement l'État concerné. On est d'accord, Maxime Schex. On va continuer, je vais dérouler un petit peu votre biographie pour que les auditeurs vous comprennent mieux et puissent mettre dans un cadre général vos propos. Le cadre général du patron d'émission est remis en cause. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci de mettre le cochon dans le placard. Et de laisser les gens s'exprimer. Bah dites donc, vous ridiculisez, oh c'est pas gentil, le combat pour la francophonie en la rendant obsessionnelle et rigide. Dommage, car vous animez la meilleure émission de la radio. Je retiendrai la fin, surtout, cher auditeur. Moi je me souviens, ça fait quand même 14 ans ou 15 ans que je suis à la radio, sur Radio Courtoisie, et je me rappelle que le président de l'époque m'avait sérieusement tensé d'entrer en m'expliquant que c'était la radio du pays réel et de la francophonie. Et ça, je m'en souviens encore. Voilà, après, la géopolitique étant une matière, il est vrai, cher auditeur, souvent une matière traitée par les anglo-saxons, c'est pas toujours évident. Je distingue, ou j'essaie de distinguer, alors j'essaie de le faire avec humour, tout simplement pour justement ne pas apparaître trop rigide, j'essaie de distinguer le franglais qui est banni de cette radio, et là le cochon y est très allergique, des termes anglais sur lesquels je n'ai rien à dire. Et évidemment, parce qu'il n'y en a pas d'autres, ou parce que ce terme, à l'origine, il est employé par un anglais. J'espère ne pas être obsessionnel, en tous les cas, sur ce point. Voilà, ça c'était une petite mise au point d'entrée. Donc Maxime Schex, nous en étions, donc je disais, voilà, journaliste, essayiste, traducteur. Vous êtes spécialisé dans les questions donc stratégiques, hein, les opérations clandestines, ça c'est très intéressant, la politique étrangère des États-Unis et le djihadisme. Et pour cause, en mars 2019, vous avez publié, eh bien, dans ce qui fut votre premier essai intitulé « La guerre de l'ombre en Syrie », c'était déjà votre éditeur Éric Bonnier. Qu'on salue au passage. Que l'on salue au passage, très bien. Et puis, il s'agit du seul ouvrage qui était entièrement consacré à l'opération Timber Sycamore. Vous voyez, j'emploie l'anglais. Voilà, qui a été recommandé d'ailleurs par des journalistes, des ex-officiers militaires, du renseignement. Donc voilà, vous travaillez en plus avec des spécialistes, des experts. Donc vous êtes un journaliste qui vous intégrez, ce qui explique d'ailleurs, et je comprends votre relative prudence, qui est à la fois l'éthique professionnelle qui est la vôtre, éthique de responsabilité, et non éthique de conviction, pour parler de Max Weber. Ah, totalement, hein, pour le coup. Et vous êtes dans cette éthique de la responsabilité. Vous jugez, et je le comprends, et c'est très noble de votre part, en tous les cas. Qu'est-ce que j'ajoute à cela? Eh bien, en avril 2025, vous publiez donc ce second essai que j'ai là entre les mains, intitulé « La guerre de l'ombre en Ukraine », donc toujours aux mêmes éditions Éric Bonnier. Et à partir de 2016, vous écrivez des articles, hein, vous contribuez entre autres à Paris Match. Oui, effectivement. Peut-être en travaillant avec Régis Le Sommier. Oui, notamment. Ah, bah oui, bien sûr. On salue Régis Le Sommier que nous avons souvent aussi dans nos émissions. Le Devoir, le Diplomate Média, et puis des médias, le Reds Magazine aussi. Et donc, vous étudiez depuis plus de 10 ans, hein, depuis 2012, c'est ça, les opérations clandestines des États-Unis et de leurs principaux alliés, dont la France et la Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est original on dit souvent, bon, il y a la CIA et puis le MI6. Mais là, vous ajoutez bien la France. Et ça, c'est intéressant. Et je vous poserai des questions précises, je pense, sur ce dernier point, afin d'alerter ses concitoyens sur le danger majeur de ces guerres de l'ombre sous-médiatisées. Donc nous parlerons peut-être aussi de Nicolas Lerner, patron de la DGSE durant ces entretiens. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor, Maxime Schex, de ces guerres de l'ombre? Alors, en quoi elles sont essentielles, en quoi elles diffèrent de ce que l'on voit et de ce qui est dit sur le terrain de bataille? Alors, je vous remercie de me poser cette question qui permet effectivement d'expliquer ma démarche en entreprise il y a une quinzaine d'années. À travers mes lectures, je suis quelqu'un d'intellectuellement très curieux et très ouvert, je me suis rendu compte, et alors moi j'avais 18 ans le 11 septembre 2001, et comme Dick Cheney, le vice-président américain, l'avait déclaré à la suite de cet événement, les États-Unis vont basculer du côté obscur.
On aurait dit Dark Vador, hein, pour faire une métaphore cinématographique. Après le foot, le cinéma. Effectivement, en 2019, nous avons un ancien membre du Congrès, un ancien assistant parlementaire qui s'appelle Stephen Weissman, qui explique dans la revue Foreign Affairs, que les opérations clandestines sont de plus en plus utilisées depuis le 11 septembre par les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'une opération clandestine ? En fait, une opération clandestine, pour une puissance, il y a, on va dire, 4 principaux moyens d'agir, d'avoir de l'influence sur la scène internationale. Alors, le premier et le plus connu, c'est la diplomatie. Et à mon avis, c'est le plus souhaitable, hein, évidemment. On évite les conflits armés ou les catastrophes. Il y a un second mode d'action qui a quand même été beaucoup utilisé par les États-Unis, qui commence à l'être aussi beaucoup par l'Europe, c'est les sanctions économiques, donc la guerre économique. Parce qu'on n'est pas dans le cadre de la diplomatie, on est vraiment dans une guerre qui ne dit pas son nom. Parce qu'on va tenter, grâce à la guerre économique, d'affamer les populations, enfin de les empêcher d'accéder aux médicaments, à des biens essentiels. Donc on est dans une guerre sans bombe, mais une guerre qui provoque des morts quand même. Bien sûr. Et d'ailleurs, on parlait de Jeffrey Sachs tout à l'heure. Il a fait une étude en 2017 montrant que l'embargo économique des États-Unis à l'égard du Venezuela avait provoqué environ 40 000 morts par défaut d'accès aux médicaments essentiellement. Donc ça, c'est le deuxième moyen d'action, la guerre économique. Il y a la guerre au sens littéral du terme, la guerre ouverte, au sens militaire, qui est visible de tous. Hein. Et il y a un quatrième mode d'action qui est décisif, à mon avis, qui est vraiment l'outil, on va dire dans la boîte à outils d'un dirigeant. Moi, si j'étais dirigeant, je me dirais, c'est quand même avantageux, c'est l'action clandestine. C'est-à-dire qu'une action clandestine qui est menée donc, par les services secrets extérieurs, les services spéciaux, et par définition une action qui est conçue et qui est conduite de manière à ce qu'on ne remonte pas aux commanditaires, c'est-à-dire à l'État ou aux États qui planifient ce type d'opération. Donc en fait, elles sont non revendiquées. En 1947, Allen Dulles, qui était l'un des fondateurs de la CIA, avait édicté le principe du déni plausible. Plausible deniability, c'est-à-dire c'est la capacité qu'ont les États-Unis à mener une opération ou des opérations plutôt à l'étranger et à dire mais non, en fait c'est pas nous. C'est tel ou tel gouvernement ou c'est tel ou tel rebelle, par exemple comme en Syrie les fameux rebelles modérés, mais nous n'agissons pas. Et du coup, on est dans dans une espèce de zone grise politique dans laquelle des opérations sont menées, et je précise quand même que, contrairement à la presse française qui se focalise beaucoup sur les actions clandestines des Russes, des Chinois, etc., la presse anglo-saxonne est particulièrement prolixe sur les opérations clandestines des États-Unis. La Grande-Bretagne est beaucoup plus discrète. De leur gouvernement. Ouais. Et voilà, du gouvernement des États-Unis. Il y a beaucoup de fuites dans des journaux comme le New York Times ou le Washington Post, mais souvent les fuites apparaissent après que le conflit... On l'a vu avec le Nord Stream, par exemple. Entre autres, même si, il n'y a pas eu de fuite de documents, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments, dans le cas de Nord Stream, qui sont apparus au fil du temps. Ils sont longs à énumérer, mais effectivement, l'opération clandestine, le mode opératoire de l'opération clandestine permet à des gouvernements, et ça c'est hyper important de le savoir, permet au gouvernement des États-Unis, parce qu'on fait le focus sur les États-Unis, vu que mes 2 livres traitent des actions clandestines du gouvernement des États-Unis, alors pas seulement Washington, mais en particulier Washington. Ces actions clandestines, elles ont un impact considérable sur les événements, mais elles sont... à la fois sous-médiatisées, et les fuites dont je parle arrivent a posteriori. Et donc, en fait, pour les comprendre, il faut de la patience, il faut du temps. C'est pour ça que moi, mon livre sur la guerre de l'ombre en Syrie, ce que j'appelais la guerre de l'ombre en Syrie, l'opération Timber Sycamore, vous avez cité, est sortie en 2019. Oui. J'ai dû collecter un certain nombre d'éléments qui ne sont pas sortis forcément en temps réel. Et donc, il y a une vraie étude à faire dans le fond, pour comprendre. Et pareil pour la guerre de l'ombre en Ukraine. Moi, j'ai eu une phase où je me suis dit, j'observe ce qui se passe et je ne veux pas m'exprimer sur un sujet si je ne l'ai pas étudié.
mais il y a effectivement une implication clandestine des États-Unis en Ukraine depuis plus d'une décennie. Hein. Ça peut remonter d'ailleurs à très loin. Hein. C'est-à-dire que les États-Unis ont depuis longtemps soutenu les forces, on va dire les forces nationalistes anti-russes en Ukraine, mais ça a pris une tournure beaucoup plus importante et décisive à travers le Maïdan et on va dire le soutien de ce que j'ai nommé un coup d'État, ce qui a pour moi, représente l'ouverture d'une boîte de Pandore qu'aujourd'hui, personne ne sait refermer. On voit bien que Donald Trump arrive au pouvoir en disant... Alors, il avait dit pendant sa campagne qu'il allait stopper le conflit en 24 heures. Oui. Mais bon, c'est du Trump, hein. Il fait le show, il fait le spectacle. Mais je veux dire, aujourd'hui, on sent bien qu'il n'y a pas de prise d'influence en fait, réelle du gouvernement américain sur les événements. Tant les Ukrainiens autant que les Russes sont dans une radicalité et veulent aller au bout de... on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, mais c'est extrêmement compliqué de résoudre ce conflit qui, à mon sens, et c'est la thèse que je défends dans le livre, résulte justement d'actions clandestines, principalement américaines, qui ont complètement renversé l'équilibre géostratégique en Europe de l'Est. Et on pourra développer. Maxime Schex, est-ce que vous faites vôtre aussi toute la classification des guerres de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, qui expliquerait aussi qu'à partir de guerres de quatrième génération, lorsque le cadre classique de la guerre, de l'affrontement, tel qu'on peut le retrouver encore même jusqu'en 1914, tend à devenir des guerres hybrides. Donc à partir de la quatrième génération, il y a un ajout de types de guerres différentes. Est-ce que ça, vous développez, vous êtes sur ce concept? Alors, il y a ce fameux concept de guerre hybride. Moi, en fait, j'essaie vraiment de distinguer guerre au sens militaire, visible, officiel, des actions clandestines. Parce qu'en fait, lorsqu'un pays entre en guerre, c'est officiel, on le sait. Lorsqu'il lance une action clandestine, on ne le sait pas tout de suite. Alors, il y aura des fuites dans la presse qui nous permettront de commencer à comprendre que l'État a une implication. Est-ce qu'une cyberattaque généralisée, c'est une guerre clandestine, par exemple? Une action clandestine? Alors, par définition, oui, parce que quand on lance une cyberattaque, on essaie d'effacer les traces. Moi, quand je parle d'action clandestine, je vous donne un exemple concret. Hein, c'est la Syrie, donc vous le soulignez, j'ai écrit un livre à ce sujet-là. Ah oui, c'est la guerre de l'ombre en Syrie, aux éditions Éric Bonnier. Oui, ça, je veux bien que vous nous en parliez. Et dans ce livre, je documente, et je dis bien je documente, parce qu'en fait, j'invente rien. Vous avez remarqué, dans mon livre, il y a plus de 1000 notes de bas de page, sur 300 pages à peu près, un peu moins de 300 pages. Le livre est extrêmement documenté, donc en fait, je fais vraiment un travail d'analyse, de recherche approfondie, et je ne... lance pas des faits comme ça à l'intuition. Vous parlez le russe? Non. Je parle anglais, italien et français. Non, parce que je vois beaucoup de notes de bas de page, justement. Aujourd'hui, grâce au logiciel de traduction, moi, comment je travaille, c'est que j'en utilise 2 différents pour être sûr de ma traduction. C'est-à-dire, deux marques de logiciels de traduction différentes pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Ouais. Et éventuellement, si vraiment j'ai des doutes sur... Il y a certaines questions un peu sensibles dans mon livre. J'ai fait confirmer les traductions par soit des Russes ou des Ukrainiens. J'ai des contacts tant avec des Russes qu'avec des Ukrainiens. Mais pour revenir à la Syrie, en fait, dans mon livre, je documente le fait que... alors, ça pourra se discuter avec l'Ukraine parce que l'implication de la CIA, elle est majeure. La CIA, il faut savoir qu'elle gère l'ensemble des relations sensibles au sein de l'OTAN. Elle gère la logistique, une bonne partie de la logistique militaire. Alors, il y a 2 canaux. Il y a un canot de l'OTAN qui est officiel, qui passe par différentes bases et qui la base est en Grèce, en fait, hein, la base ultime qui permet de livrer, de dispatcher le matériel. Mais il y a aussi un canal clandestin qui est géré par la CIA, qui est ultra sensible parce que dans les pays de l'Est concernés, la CIA a peur que la Russie frappe les dépôts. Donc la CIA joue un rôle majeur et c'est potentiellement sa plus vaste opération clandestine en Ukraine à partir de 2022. Mais à l'époque, en 2019, je documente le fait qu'on est potentiellement face à la plus vaste opération clandestine à l'époque de la CIA en Syrie. C'est-à-dire que... Alors quand on dit la CIA, en fait, c'est trop réducteur. Parce que CIA, tout de suite, on se dit service secret extérieur américain. En fait, on devrait parler, à mon avis,
Alors, il y en a qui parlent d'État profond et autres, mais c'est une nébuleuse de services de renseignement. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait... il n'y a pas que la CIA, en fait. Dans le domaine du renseignement et des services secrets, il y a ce qui s'appelle les accords de liaison. Et ça, c'est extrêmement intéressant, les accords de liaison. Parce que préciser. Alors, les accords de liaison sont des accords entre services à des niveaux confidentiels qui sont censés être validés par le politique, évidemment, mais qui échappent au contrôle parlementaire. C'est-à-dire que l'accord de liaison permet, par exemple, à la CIA de déléguer aux services secrets turcs, qataris, saoudiens, émiratis, etc., dans le cas de la guerre en Syrie, le fait d'armer des groupes djihadistes interdits aux États-Unis. Les accords de liaison assurent une délégation de l'action clandestine. Et on a eu plusieurs fuites dans le New York Times ou le Post qui montraient qu'il y avait des réunions régulières entre le directeur de la CIA et les services secrets de ces pays du Golfe, de la Turquie, etc. Et en fait, c'est un vrai problème démocratique parce qu'en Syrie, des milliards de dollars ont été investis en faveur de ce que j'ai appelé la nébuleuse djihadiste anti-Assad, dont l'élément aujourd'hui le plus célèbre est Ahmed al-Shara, dont le nom de guerre était Abu Mohammed al-Jolani, dont on dit à tort qu'il a été le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie. En réalité, Ahmed al-Shara, donc Abu Mohammed al-Jolani, est envoyé par Abu Bakr al-Baghdadi, le chef du futur Daesh, en juillet 2011, l'émir. En Syrie, effectivement, avec 5 autres émirs. Ils sont envoyés en Syrie pour créer ce qui allait devenir la branche syrienne de Daesh. En avril 2013, il y a une réunion secrète à Alep, durant laquelle Abu Bakr al-Baghdadi participe, et Abu Mohammed al-Jolani également, dans laquelle Daesh est proclamé. Alors à ce moment-là, Abu Mohammed al-Jolani préfère prêter allégeance à Al-Qaïda et officialiser son allégeance à Al-Qaïda à Ayman al-Zawahiri à l'époque, qui était l'ancien numéro 2 de Ben Laden. Et en fait, en gros, sur les 20 000 combattants de ce qui devenait Daesh en Syrie, sur les 20 000, il y en a 15 000 qui prêtent allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, donc qui initialement était sous les ordres de Al-Jolani, l'actuel président syrien. Il y en a 15 000 qui prêtent allégeance à al-Baghdadi, donc le chef de Daesh, et 5 000 qui restent sous l'égide d'Abu Mohammed al-Jolani. Donc en fait, en gros, lorsque Emmanuel Macron récemment serre la main d'Abu Mohammed al-Jolani, c'est quand même crucial de comprendre qu'il serre la main à l'homme qui a monté en fait Daesh en Syrie, la branche syrienne de Daesh. Même si ensuite Daesh est le fameux front Al-Nosra en fait. Contre l'humanité évidemment. Et donc oui, Al-Nosra dont Fabius disait qu'il faisait du bon boulot. Alors donc, oui, on les connaît. Mais alors ça c'est très important de le rappeler. Merci. Fabius le dit en décembre 2012. Et en décembre 2012, Al-Nosra et le futur Daesh qui a été créé quelques mois plus tard en avril 2013, c'est la même entité. C'est-à-dire que Abu Mohammed al-Jolani à l'époque combat sous les ordres de Abu Bakr al-Baghdadi. C'est l'homme qui allait fonder l'État islamique, officialiser l'État islamique en juin 2014. Donc, faut quand même le dire, il faut comprendre que le front Al-Nosra à l'époque, donc la branche syrienne de ce qui allait devenir Daesh en avril 2013, c'est la structure principale qui accueille les djihadistes étrangers, donc de Belgique, de France, d'Angleterre, de partout. Les Moudjahirines, comme on les appelle, il y a une katiba, enfin une faction au sein du front Al-Nosra qui s'appelle la Jaish al-Muhajirin wal Ansar, qui est en fait la katiba du futur Daesh qui accueille tous les djihadistes étrangers. Et Abu Mohammed al-Jolani, donc le président actuel de Syrie, son organisation accueille un certain nombre de futurs terroristes du Bataclan à cette époque. Non, mais je suis désolé de le dire, mais c'est documenté. On le voit bien. D'ailleurs, je poserai une question sur ce sujet. Mais auparavant, peut-être, on a perdu un peu de vue dans ce développement la CIA. Est-ce que la CIA, par exemple, vous parlez de réunions secrètes en 2011, 2012, 2013, est-ce qu'il y a des agents de la CIA qui participent à ces réunions carrément ? Eh bien, les fuites qui ont été organisées, parce qu'il faut savoir que... il y a un média américain qui s'appelle The Intercept, qui est un média qui a joué un grand rôle, notamment dans l'affaire Snowden, et c'est un média qui a été fondé par un milliardaire états-unien. Et c'est un média qui vraiment... Enfin, ça a beau être un oligarque, cet homme, c'est Pierre Omidyar, mais mine de rien, c'est un média qui apporte vraiment des éléments intéressants sur l'actualité. Et il explique comment
les quotidiens, les journaux américains sont en lien constant avec les porte-paroles de la CIA pour dire est-ce qu'on peut faire fuiter cela ou pas. Non mais ça, oui, ça me surprend pas. Non, c'est une... ils sont souvent, la CIA est souvent consultée, ce sont pas forcément des fuites qui sont spontanées, elles sont travaillées en amont. Et dans les fuites, il y a quelques fuites qui ont montré que pendant ces réunions, donc le directeur de la CIA, qui est David Petraeus, qui a été directeur de la CIA pendant le début de l'opération anti-Mercy Camor en Syrie, donc de renversement de Bachar el-Assad, David Petraeus a été directeur de la CIA jusqu'en novembre 2012, et son successeur John Brennan, sur lequel je pense on reviendra. Les réunions auxquelles ils ont assisté avec les pays du Golfe, c'était de dire « Attendez, nous, on veut soutenir des rebelles modérés, calmez-vous ». Mais c'était pas, vous vous rendez compte, vous soutenez Al-Qaïda et des groupes comme ça, qui sont nos ennemis, en fait, officiellement. Oui. Il n'y avait pas de... on vous interdit de le faire, vous nous trahissez en tant qu'alliés. Non, c'était, bon, calmez-vous. Et d'ailleurs, Seymour Hersh, journaliste d'investigation célèbre, révèle qu'en 2014, John Brennan, donc le directeur de la CIA à l'époque, demande aux Saoudiens et aux pays du Golfe de calmer un petit peu le soutien en faveur des groupes les plus radicaux, y compris Daesh. Et les Saoudiens disent merci, on vous a écouté, c'est intéressant. Et ils repartent, en fait, ils amplifient l'aide en faveur de ces groupes djihadistes. Et donc, en gros, il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de relation hiérarchique vis-à-vis de la CIA vis-à-vis de ses alliés. Il y a un partenariat officieux à travers les accords de liaison qui n'est pas contrôlé par le Congrès des États-Unis. Et ça, c'est fondamental. Et alors, bien sûr, c'est fondamental, mais est-ce que ça va jusqu'à la genèse de ces mouvements ou est-ce qu'ils les reprennent à un moment donné? On se dit même que ces mouvements djihadistes qui sont apparus aux frontières grises, justement, de l'Afghanistan, du Pakistan, et qui ont déferlé petit à petit, est-ce que dès le début, ou bien est-ce que c'est l'opportunisme, l'occasion qui fait le larron? Est-ce que dès le début, la CIA, les services, donc plus généralement occidentaux, sont déjà à la manœuvre? Alors, l'instrumentalisation étatique du djihad sunnite, du terrorisme messianique salafiste, on peut la faire remonter à la fin des années 70, début des années 80, à travers l'opération Cyclone de la CIA et des services pakistanais et saoudiens. Ils forment un triangle à l'époque. C'est-à-dire que la CIA supervise l'opération, les services saoudiens financent et les Pakistanais sont à la manœuvre, pays frontalier de l'Afghanistan, pour soutenir ce qui allait devenir les talibans, Al-Qaïda, etc. À la base, Oussama Ben Laden officie à l'époque dans le cadre ce qu'on appelle le Maktab al-Khadmat, avec son associé Abdallah Azzam, un frère musulman, bien connu. Et cette structure devient Al-Qaïda en 88 après l'assassinat d'Abdallah Azzam, dans des circonstances mystérieuses d'ailleurs, mais bon, c'est pas la question. Et tout le long du conflit par proxy, de la guerre par procuration des États-Unis en Afghanistan contre l'URSS à l'époque, ces groupes-là reçoivent des milliards de dollars de fonds, d'armes, y compris Ben Laden, y compris les futurs talibans, y compris des fanatiques tels que Jalaluddin Haqqani, qui deviendra en 2001 l'un des principaux adversaires des États-Unis dans la guerre d'Afghanistan. Le trafiquant de drogue islamiste Gulbuddin Akhmatyar également, qui est un homme qui, en gros, a été blanchi, mais qui a commis des crimes effroyables dans les années 80, dans les années 90 en particulier pendant la guerre civile afghane. Et ces gens-là, en fait, sont sur le payroll de la CIA, mais alors ils n'ont pas leur fiche de paye à l'anglais, ils n'ont pas leur fiche de paye à la CIA. En fait, c'est essentiellement des services pakistanais qui chapeautent ces groupes depuis les années 80. Je parle de la zone afghane, mais et qui chapeautent ces groupes avec principalement des fonds saoudiens. Et on a une figure extrêmement importante, extrêmement méconnue en France. Alors moi, j'aime bien, quand j'étudie, essayer de comprendre qui fait quoi et qui joue un rôle décisif. C'est le prince Bandar Ben Sultan. Le prince Bandar Ben Sultan est en fait l'un des fils spirituels de George Bush père. C'est-à-dire que dans les années 80,
Ça remonte à 1980, me semble-t-il. L'Arabie Saoudite négocie des achats d'avions AWACS. C'est les fameux avions de contrôle et de surveillance bien sûr, extrêmement perfectionnés. Et à cette époque, c'est le prince Bandar qui noue le deal avec le George Bush père. Et ils mettent en place un système de commission, rétrocommission occulte qui permet de financer les opérations de la CIA qui ne sont pas avouables au Congrès. Donc, on a une banque à Washington, s'appelle la Riggs Bank, qui a fait faillite depuis. Il y a eu des enquêtes fédérales, etc., dans lequel le prince Bandar Ben Sultan a un compte en banque. Et donc, c'est à travers, notamment, et pas essentiellement, mais pas exclusivement, mais c'est notamment via la Riggs Bank que les fonds circulent pour soutenir les djihadistes en Afghanistan pendant la guerre de l'ombre. Oui. Contre les soviétiques. Et ce qui est extrêmement intéressant de savoir, c'est que la Riggs Bank, c'est également la banque qui permet aux services saoudiens, parce que maintenant c'est avéré, il y a eu des fuites de financer 2 des futurs pirates de l'air du 11 septembre après leur arrivée aux États-Unis en janvier 2000. C'est-à-dire que c'est la femme du prince Bandar Ben Sultan, Haïfa Ben Sultan, qui transfère de l'argent à l'agent traitant. Allez-y, mais continuez. Non, surtout. Un dénommé Omar Al-Bayoumi, qui est suspecté, mais qui est même littéralement accusé dans les médias américains d'être un agent des services saoudiens. Et en fait, pourquoi ? Apparemment, manifestement, moi j'ai interrogé un agent du FBI qui était très informé sur ce dossier. J'ai écrit un article à ce sujet dans Paris Match. L'agent du FBI en question, qui s'appelle Marc Rossini, estime que la CIA tentait de recruter ces futurs pirates de l'air sans savoir qu'ils allaient être forcément pirates de l'air, mais pour avoir des informateurs au sein d'Al-Qaïda. Et du coup, tout ça pour résumer, parce que j'entre dans les détails, mais bon, c'est à mon avis des détails extrêmement méconnus, mais aussi très importants. Il faut bien comprendre que Bandar Ben Sultan, il est réputé être l'un des cerveaux des différents groupes djihadistes à travers le monde. Je veux dire, c'est notoire, mais en même temps, il est tellement étroitement lié à la famille Bush qu'il est surnommé Bandar Bush dans les médias américains. Ça ne veut pas dire que Bush applaudit le fait qu'ils soutiennent des groupes djihadistes, mais en fait, il faut bien comprendre que les groupes djihadistes qu'on a désignés à partir de 2001 comme nos ennemis officiels en Occident ont continué de servir d'armes, de milices par procuration dans des conflits comme en Libye, comme en Syrie, comme dans un certain nombre de pays, parce que ce sont des combattants acharnés qui n'ont pas peur de la mort. Donc ils sont d'une efficacité redoutable. En Syrie, il y a eu des vétérans de la guerre d'Afghanistan qui ont combattu. C'est eux qui chapeautaient l'acheminement notamment de combattants étrangers en Syrie depuis la Turquie. Et ces gens étaient des vétérans du djihad afghan. Et les services saoudiens étaient impliqués là-dedans. Et ce que je veux dire par là, c'est que quoi de plus efficace que ces djihadistes, d'une part, on l'a vu en Syrie, parce qu'ils ont fini par l'emporter. Alors, Poutine et Assad avaient réussi à mater la rébellion, et du coup, l'abcès d'Idleb, qui avait été décrit par Brett McGurk, qui était le responsable des relations Moyen-Orient-États-Unis à l'époque de Trump. Brett McGurk avait dit en 2019 que Idleb, la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, était devenue le plus grand foyer d'Al-Qaïda depuis bien longtemps, depuis l'Afghanistan. Bon. Aujourd'hui, on considère que Al-Jolani a pris le pouvoir en Syrie, c'est très bien. Je pense que les Alaouites et les minorités là-bas, dans ces pays-là, ne sont pas du même avis. Mais bon, peu importe. C'est probable. Pas peu importe, pardon, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est de la pure réalpolitik où on utilise des groupes armés de manière illégale, et le cadre clandestin permet de le faire. C'est-à-dire que les parlements n'ont pas leur droit de regard sur ces opérations. Maxime Schex, je rappelle pour cette auditrice, pouvez-vous rappeler le livre et l'auteur? Maxime Schex, préface d'Alain Juillet, La guerre de l'ombre en Ukraine, les raisons cachées du conflit OTAN-Russie. Éric Bonnier, vous avez la même chose chez le même éditeur, avec le même auteur, Maxime Schex, la préface sur la guerre de l'ombre en Syrie. Vous avez un préfacier aussi? Non, j'ai pas de préfacier à l'époque. C'était mon premier essai et... Voilà, j'ai pas de préfacier.
À propos de l'Ukraine, le rôle de l'Angleterre, de tradition russophobe depuis le 19e siècle, et la rivalité entre les empires britanniques et russes n'est pas assez mentionnée. Le MI6 a joué notamment un rôle dans la mise en scène du massacre de Boutcha. On répond rapidement parce que sinon on va y passer des heures là-dessus. Sur Boutcha, très clairement, j'ai fait l'impasse. Le livre est vaste, donc je traite beaucoup de sujets. En tout cas, il est certain qu'effectivement les Britanniques ont une russophobie qui est délirante, à mon sens. Mais vraiment, enfin, qui confine à l'irrationnel. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de comprendre l'ampleur réelle des services britanniques dans dans la guerre en Ukraine, contrairement aux États-Unis où les services américains ont tendance à laisser fuiter beaucoup plus d'informations, alors que les Britanniques sont beaucoup plus discrets. En tout cas, il y a un officier britannique qui a avoué que les services spéciaux britanniques sont impliqués sur le terrain, sur zone, en Ukraine. Il citait un contexte, dans des opérations à haut risque politique et militaire. On a des auditeurs qui ont pourtant il fait beau, je crois, aujourd'hui, une humeur un peu maussade, je trouve, ce matin. Qu'est-ce que j'ai comme message ? Alors, Sébastien, restez là quand même avec nous, parce que j'ai pas encore posé certaines questions à Maxime Schex. J'arrête d'écouter, nous dit cet auditeur, quand j'entends futur pirate de l'air du 11 septembre. Je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui considère qu'il n'y a jamais eu de pirate de l'air le 11 septembre, qu'on est beaucoup plus sur une attaque sous faux drapeau, qui va bien au-delà de ce que vous énoncez. Mais ça permet justement, parce que cette question, je vous l'aurais suggérée. Donc c'est très bien qu'elle soit posée par cet auditeur. Il est dommage d'arrêter d'écouter, puisqu'en fait, j'explique que c'est quand même l'un des chefs des services secrets saoudiens liés intimement à la famille Bush, il y a des traces de financement de ces futurs pirates de l'air. Après, on les appelle comme on veut. Moi, je m'en tiens à ce qui est documenté. Après, évidemment, c'est une question qui est complexe. Il faudrait peut-être une émission de 3 ou 4 heures là-dessus. Oui, sur le 11 septembre, mais quand on voit le nombre de livres. Voilà, exactement. Nous avons souvent tiré. Et puis là, on a parlé beaucoup de la Syrie. Il faut qu'on parle de l'Ukraine également. J'avais parfaitement raison. C'est un certain nombre de sujets à traiter. Et puis alors, là, je sens que j'ai ouvert une boîte de Pandore. La boîte de Pandora avec ces histoires de francophonie. Pourtant, c'est pas moi qui ai débuté ce matin, chers auditeurs. Dire un journaliste, un écrivain en présentant une personne est un anglicisme. Bon, merci Serge. Je ferai mieux la prochaine fois. À la place de dispatcher, affreux, employer, distribuer, éparpiller, répandre, disperser. Ah, c'est moi qui ai dit ça. C'est vous ? Je suis désolé. Ah bah, pour une fois que c'est pas moi. J'ai parlé de dispatcher des armes. Alors là, c'est totalement involontaire de ma part. Vous allez me recopier ça 10 fois. Voilà, exactement. Et après, on va dire que je moque. Donc non, allez, voilà. De toute façon, il faut bien faire quelques respirations, chers auditeurs. On est sur une émission de radio et voilà, c'est important. Et puis d'ailleurs, vous savez, on va pas l'entendre tout de suite, Maxime Schex, maintenant, parce qu'on va avoir affaire à un très court bobino. Nous sommes en direct avec un auteur, je n'ose pas dire un journaliste, voilà, Maxime Schex, dont l'un des ouvrages, c'est La guerre de l'ombre en Ukraine, les raisons cachées du conflit OTAN-Russie, aux éditions Éric Bonnier. Il faut savoir qu'on a parlé jusqu'à présent plutôt de son premier ouvrage, La guerre de l'ombre en Syrie. Avant, en effet, il a raison de nous le dire, Maxime Schex, de parler de l'Ukraine. On n'en a pas assez parlé et il vient aussi quand même pour la promotion de ce magnifique livre extraordinairement sourcé, en effet, des centaines et centaines de notes de bas de page. Je peux vous dire, plus de 1000. Plus de 1000, c'est extrêmement sérieux. Ah bah justement, ça tombe bien parce que c'était par rapport à ça que la question que je voulais vous poser, la dernière sur la Syrie avant d'arriver sur l'Ukraine. C'est finalement toute cette info. Vous avez des informations absolument incroyables. On a compris, quand on vous a présenté, que vous travaillez avec un certain nombre de relais, peut-être aussi de porte-parole. Vous avez parlé de porte-parole de service. Peut-être échangez-vous avec eux. C'est votre travail et vous ne pouvez pas, évidemment, tout nous dire sur ce sujet. Mais est-ce que vous faites partie aussi de ces journalistes, grands reporters, qui allaient sur place, par exemple, en Syrie ? Comme l'a fait Régis Le Sommier à une époque. Eh ben, on parle de Régis Le Sommier, je vais bientôt faire une émission avec lui d'ailleurs. Oui. C'est quelqu'un que j'admire parce que c'est quand même quelqu'un qui, pour informer les gens, quoi qu'on pense de ses positionnements, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut soit qu'on soit pro, soit anti, mais en fait non, c'est juste quelqu'un qui est intègre et qui risque sa vie pour informer les gens. C'est-à-dire qu'en fait, en Syrie ou en Ukraine. Régis Le Sommier, comme plein d'autres, comme un certain nombre de journalistes, ne se contente pas d'écrire des articles ou d'interroger des gens à Paris, dans les salons parisiens tranquillement. Il va sur le terrain. C'est quelqu'un et son équipe, ils risquent leur vie. Donc ça, il faut quand même le souligner. Alors, il n'est pas le seul. Il y a énormément de
de journalistes dans le monde qui le font, en particulier à Gaza actuellement, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est le conflit qui a généré le plus de morts de mémoire récente. C'est quand même incroyable. Bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en fait, je fais un travail qui est complémentaire. Je ne suis pas un journaliste de terrain, parce qu'en fait, je suis complètement indépendant et je n'ai pas les moyens d'y aller. Ce n'est pas un manque d'envie, c'est que je n'ai pas les financements, en gros. Je suis vraiment indépendant au sens où moi je travaille, c'est limite du bénévolat en fait, hein. C'est-à-dire que je fais depuis 15 ans, j'écris des livres, je traduis des livres, j'écris des articles, etc. Mais je travaille à la pige et je vends pas des millions de livres ou des centaines de milliers de livres, donc en fait j'en vis pas. Vous êtes pris par votre passion. Eh bien, pour moi c'est une passion parce qu'en fait j'essaie de compenser ce que je perçois comme des carences en termes de journalisme aujourd'hui. Il y a de quoi faire, oui. Et il y a de quoi faire, vous voyez tout ce qu'on développe depuis tout à l'heure, mais pour en revenir sur Régis Le Sommier et d'autres et tous les reporters de guerre, quand ils vont sur le terrain, ils observent par exemple un groupe armé avec des kalachnikovs. Moi, je vais chercher à comprendre les mécanismes qui font que ces groupes armés ont les kalachnikovs, au niveau institutionnel. Au niveau, on en parlait, des accords de liaison, les rapports entre les services de renseignement, etc. Donc vous décortiquez la presse, et en plus d'avoir des informations... Alors, c'est un travail qui est un travail de veille permanente. Ouais. Moi, je suis H24 oui, vous êtes un veilleur un petit peu comme Sylvain Ferreira dans son connecté aux infos, enfin, pas aux infos au JT, mais je fais une revue de presse quotidienne 3 fois par jour, quasiment. Et je lis beaucoup la presse anglo-saxonne notamment, mais pas seulement en fait. Et sur l'ensemble des conflits, pas Alors non, j'essaie de me. Alors ce qui se passe, c'est que j'essaie vraiment de me focaliser sur des centres, je dirais des conflits qui m'intéressent particulièrement et qui à mon avis peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Ce qui se passe dans le Cachemire, par exemple, entre le Pakistan et l'Inde, je suis pas du tout spécialisé. Alors, je me renseigne, mais j'essaie vraiment... J'aime pas m'exprimer sans avoir travaillé. C'est-à-dire que ma parole se fait rare dans les médias. Là, je suis... effectivement, je fais la promotion de mon livre, mais parce que j'ai vraiment travaillé. Et je peux m'exprimer sur ces sujets-là parce que j'ai acquis des connaissances et c'est des centaines et plus, peut-être même des milliers d'heures de travail de toutes ces années. Mais voilà, je ne suis pas un généraliste des conflits. Mais ce que je veux dire, c'est que mon travail est complémentaire par rapport aux reporters de guerre. C'est-à-dire que les reporters de guerre n'ont pas forcément le temps d'approfondir autant les mécanismes, les enjeux géostratégiques, mais etc. Mais ils peuvent un peu valider sur le terrain ce que vous avez pu écrire du fait de ce que vous avez lu. Et effectivement, et c'est pour ça qu'on est complémentaires, parce que je cite un certain nombre de reporters de terrain. Mais alors moi, effectivement, je rêve de pouvoir faire du journalisme de manière permanente et de pouvoir aller sur le terrain. Mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Le secteur est en crise, hein, clairement. On voit bien qu'en plus, dans les rédactions, là, il y a une reprise en main de Marianne, actuellement, notamment, qui est choquante. Non, mais je veux dire, Marianne, c'était quand même à mon avis, depuis sa fondation, c'est quand même un journal qui dénotait un peu par rapport à plein d'autres publications. Et là, il y a un certain nombre de journalistes de Marianne qui ont invoqué leur clause de conscience pour partir. Et notamment le directeur adjoint Jacques Dion, qui avait chroniqué mon livre dans Marianne. Donc je lui ai envoyé une proposition de service de presse de mon livre sur l'Ukraine. Elle m'a dit bien volontiers, merci, mais par contre, je vous le dis, je ne pourrais pas en parler de Marianne parce que j'ai été mis à la retraite d'office par Denis Oliven, et qui gère en gros CMI et donc Marianne, pour le compte de Daniel Kretinsky, le patron, l'oligarque en question. Et je trahis pas un secret parce qu'il l'a révélé lui-même, Jacques Dion, le directeur adjoint de Marianne, enfin l'ancien du coup rédacteur en chef adjoint de Marianne, pardon, pas directeur adjoint, rédacteur en chef adjoint, a été mis à la retraite d'office. Il l'a publié sur Marianne et il a dit je vais continuer d'essayer d'informer, mais c'est compliqué. Donc si c'est compliqué pour des journalistes installés comme lui, moi en plus j'habite pas à Paris. Donc tout se passe à Paris, donc bon, après je veux pas parler de mon cas personnel. Sauf à vendre votre âme, toute façon, je ne vous vois pas avec ce que vous écrivez si vous voulez, et osez dire que je n'imagine pas trop votre place dans ce type de médias. Hein. Je veux pas faire du misérabilisme sur ma situation, elle a aucun intérêt, ma situation par rapport à ce que vivent les gens en Syrie, en Ukraine, etc. C'est simplement pour dire à quel point c'est compliqué d'informer de manière honnête et neutre et intègre et de travailler sur des questions sensibles qui ont affaire au service secret, à quel point c'est compliqué de le faire et à quel point c'est important de nous soutenir. Mais comme soutenir votre radio, soutenir les auteurs qui s'expriment chez vous, à quel point l'information, en fait, c'est précieux. Parce que, dans les médias grand public, il y a des personnes qui sont payées grassement pour désinformer.
Oh oui. Alors que moi, Grassement, je fais partie de ces personnes qui, en fait, limite, payent pour informer. C'est-à-dire que je prends sur mon temps libre. Mais ça, je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie l'entendent très bien, ce discours. C'est pour ça qu'ils aident tant leur radio. Voilà, et ce que vous dites est fort et vrai. Bravo à vos auditeurs, parce que vraiment, l'information, elle est précieuse, et c'est du travail, et c'est des sacrifices derrière. Et c'est d'autant plus important pour des gens comme Régis Le Sommier qui risquent leur vie sur le terrain. Et je tiens vraiment à dire que des fois, je pense que des amis comme ça, j'ai des amis reporters de guerre, je me dis, ça se trouve, la prochaine fois que je les appelle, le téléphone ne répond pas parce qu'ils sont morts, en fait. Donc il faut respecter ces gens. Moi, quand je vois les trolls qui embêtent Régis Le Sommier ou d'autres, je trouve ça scandaleux parce que ces gens sont confortablement dans leur clavier, parfois anonymes, à dire t'es pro-russe, t'es pro-ci. Régis Le Sommier risque sa vie pour apporter des faits. Et les faits, après, si on ne peut pas les accepter, malheureusement, les faits qu'il rapporte, il les filme et il les expose. Et donc, je rends hommage à Régis Le Sommier et à plein d'autres journalistes, reporters de guerre de terrain, et j'essaie de compléter leur action en mettant un peu de contexte derrière. C'est important et c'est fait avec brio et talent. Maxime Chek, je rappelle, pour ceux qui arrivent en cours d'émission, La guerre de l'ombre en Ukraine, les raisons cachées du conflit OTAN-Russie aux éditions Éric Bonnier. Et croyez-moi, non seulement l'auditeur de Radio Courtoisie aide sa radio, mais aussi est d'une érudition en général très au-dessus de la moyenne et donc achète les livres, beaucoup. Je vous assure qu'un passage sur Radio Courtoisie, c'est autre chose qu'un passage sur France Inter en termes de vente de livres après. Je vous dis vraiment, je ne vante pas la radio et ses auditeurs, c'est un fait aussi. Alors, la guerre de l'ombre en Ukraine, à un moment donné, m'est traversé une pensée, qui est que finalement, ces services secrets, et là, on n'arrête pas, vous voyez, parce que Sylvie vient apporter ses questions. Merci, ma chère Sylvie. Mais il ne faut pas s'arrêter. On fait comme si, évidemment, il n'y avait personne. Ça m'a perturbé tout à l'heure. Je ne suis pas habitué. Ah, mais ça, c'est parce que mon assistante fait de la grasse matinée. Si elle entend ça, elle va être furieuse. Ah, on la salue. Et donc, normalement, c'est elle qui récupère les questions. Commence un préfiltrage. Alors que là, je suis obligé de tout faire tel un homme orchestre. Bon, là je sens bouillir certains auditeurs, dire ça y est, il recommence à parler, il est intarissable, qu'il laisse parler son invité. Et vous auriez raison. Donc, pour développer ce sujet, et après vous reprendrez comme vous le souhaitez, justement, on a parlé du Nord Stream. On avait l'impression à un moment donné que ce que vous disiez, c'est que les services de la CIA, par exemple, l'ensemble de cette nébuleuse, peut-être même anglo-saxonne, si on rejoint en effet l'auditeur qui nous parle du MI6, avaient totalement, en fait, épuré dans un premier temps et occupé l'ensemble des services ukrainiens, puisque vous dites c'est la plus grande opération clandestine de la CIA à partir de telle date. Donc, je me posais la question, mais après, vous allez revenir comme vous le souhaitez. Je me disais, mais finalement, quand ils disent que c'est en effet les services ukrainiens qui ont fait sauter le Nord Stream, pourquoi pas? Si en fait, les services ukrainiens, c'est plus des services ukrainiens, c'est déjà des services américains. Je pose juste cette question et puis je vous laisse développer. Alors, je vais faire une contextualisation de Nord Stream, en fait, au niveau géostratégique. Comme l'avait exposé George Friedman, qui est le fondateur de la CIA privée Stratfor, qui est un homme très bien informé, dans tous les cercles de renseignement à Washington, qui fait du renseignement pour un certain nombre d'institutions aux États-Unis, il avait expliqué que, en fait, les États-Unis, depuis des décennies, même peut-être des siècles, ont une politique très cohérente. En tout cas, depuis le XXe siècle, c'est devenu vraiment une obsession. Une politique très cohérente qui est d'empêcher l'émergence d'une Europe puissance, en fait, ou en tout cas d'un pays moteur au niveau militaire, industriel, vraiment puissant. Et l'obsession stratégique des États-Unis, depuis un certain nombre de temps, et en particulier depuis l'administration de George Bush fils, c'est d'empêcher, et là je cite George Friedman, c'est d'empêcher le capital et la technologie allemande de fusionner avec les ressources humaines et naturelles de la Russie. D'éviter l'émergence d'une puissance eurasiatique qui pourrait, à proprement parler, rivaliser avec les États-Unis à long terme. Parce qu'il faut savoir qu'une stratégie, c'est du long terme. Les stratèges pensent en termes de long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Russes ont réagi en prenant la Crimée en 2014 au Maïdan, et parce qu'ils ont leur base de Sévastopol qui leur sécurise l'accès à la mer Noire et la mer d'Azov, et ils ont réagi en stratège. Même si Obama lui-même disait en 2014
avait clairement dit que les Russes n'avaient pas un plan impérial d'envahir l'Ukraine. Ils ont pris la Crimée et ils ont soutenu les autonomistes dans le Donbass, qui sont devenus des séparatistes par la suite. Mais comme nous réaction, appelons-nous les séparatistes. Voilà, mais comme réaction, alors oui, je prends les termes classiques communs, excusez-moi, mais... Non, parce que c'est quand on leur... Justement, le président de Géopolitique Profonde était dans les États justement, les oblasts du Donbass, et alors, il ne faut pas les appeler des séparatistes. Oui, non, mais bon, qui m'excuse, je veux froisser personne, mais bon, j'essaie de rester... c'est compliqué de... Je précise, c'est tout. Voilà. Mais Obama lui-même avait dit, en fait, les Russes n'avaient pas de plan d'envahir l'Ukraine en 2014. Il réagissait au Maïdan. Sauf que le Maïdan avait été soutenu en sous-main par les États-Unis. Et en fait, l'enjeu de Nord Stream, il est là. C'est-à-dire que l'Allemagne, l'essor industriel récent de l'Allemagne, à l'époque, c'était Schröder qui avait passé un pacte avec les Verts, il sortait du nucléaire. Et il avait noué un pacte avec les Russes pour pouvoir amplifier les exportations de gaz russe, ce qui rendait l'Allemagne compétitive et ce qui a grandement favorisé l'essor industriel allemand. Et donc les Allemands ont eu d'excellentes relations avec les Russes. Enfin, des relations constructives, en tout cas, pour les deux pays. Ils avaient des intérêts mutuels importants. Et ça, les États-Unis ne pouvaient pas. Et d'ailleurs, à l'époque de Donald Trump, on a lancé une guerre juridique pour éviter que le Nord Stream 2 soit construit. Oui. Et alors, c'est pas vraiment Trump qui a l'initiative à la base, c'est le Congrès. Mais Trump a suivi par la suite. Trump, alors je suis désolé, je pense que vous avez un certain nombre d'auditeurs qui sont favorables à Trump, mais Trump, il est plus complexe que l'image qu'on veut lui donner de combattant contre l'État profond. Si les gens qui ouvrent les yeux et qui ont des oreilles pour entendre sont obligés, depuis qu'il est accédé à nouveau au pouvoir, d'admettre votre remarque. C'est vous qui avez raison. Trump, en 2019, il s'en est vanté récemment. Trump disait oui, Obama livrait des couvertures à l'armée ukrainienne. Moi, j'ai livré des missiles Javelin. C'est ça. C'est vrai. Les relations entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident se retendent à nouveau en 2019 après l'arrivée de Zelensky. Les sanctions aussi, pareil. Exactement. Alors que Zelensky est élu à la base en 2019 par 73% des électeurs ukrainiens pour faire la paix avec les Russes. Mais bon, je me suis un peu écarté de ce que je disais. On parlait de Nord Stream, mais en tout cas, beaucoup d'auditeurs passionnés, dont un auditeur juste après que je pose la question sur le Nord Stream, voulait justement des précisions. Donc, continuez. Je vous en prie. Alors, moi, ça a été un déchirement pour moi. J'ai écrit 2 chapitres sur Nord Stream pour mon livre, mais il n'y avait pas la place. C'est-à-dire qu'en fait, le livre aurait fait 500 pages et mon éditeur m'a dit c'est trop. Et il a raison parce que moi, je pense qu'un livre qui est vraiment trop dense, en plus j'ai énormément de sources, honnêtement, le livre, il se lit bien. Si c'est 500 pages, c'est trop. Donc en fait, ça a été publié... Vous avez à peine 300. Ça a été publié, les 2 articles à la base, c'est un article en 2 parties qui sont devenus 2 chapitres de mon livre mais qui n'ont pas été inclus dans le livre. J'en profite pour saluer mon ami Roland Lombardi, qui est un géopoliticien, qui est aussi fondateur du média Le Diplomate.media. Ah oui, très intéressant. Et j'ai publié... Vous veniez un jour avec lui, tiens. On le salue. J'ai publié 2 articles très documentés sur l'affaire Nord Stream, en fait, en la replaçant dans ce contexte géostratégique dans lequel on a une cohorte d'experts, alors je vais mettre des guillemets, je ne vais pas citer de nom, qui se ruent sur les plateaux télé parisiens et même sur les plateaux télé ou médias occidentaux pour dire c'est Poutine. Alors on n'a pas la preuve, mais c'est obligatoirement Poutine, alors que c'est un raisonnement totalement complotiste et absurde, au sens où Nord Stream, même si les livraisons de gaz avaient été interrompues, alors pour les Russes disent c'est pour des raisons techniques, etc. Je pense que c'était aussi, faut pas se mentir, soyons pas naïfs, les Russes utilisaient aussi ce levier-là pour calmer les Européens et les Allemands en particulier qui devenaient de plus en plus virulents dans le soutien à l'Ukraine, le soutien militaire à l'Ukraine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mine de rien, à partir du moment où il y avait l'infrastructure, ça donnait aux Russes un levier d'influence phénoménal sur les Européens, parce qu'une guerre, elle débute, elle se termine à un moment ou à un autre, et
Emmanuel Todd notamment estime que les Allemands et les Russes ont vocation à améliorer leurs relations un jour ou l'autre et à continuer de commercer. Moi, je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Je dis juste que c'est dans la nature humaine de voir des intérêts communs. Les États sont des léviathans, des monstres froids qui voient leurs intérêts avant tout. Bon, tout ça pour dire que donc j'ai écrit cet article en 2 parties qui était très long, dans lequel en fait il y a un faisceau d'indices incroyables qui montrent que Seymour Hersh avait raison. C'est-à-dire que non seulement les services spéciaux américains, à mon avis, sont impliqués dans le Nord Stream, mais en plus, les services norvégiens, très potentiellement. Et je le dis, alors ce serait vraiment complexe. On parle des Suédois, sinon, éventuellement 17 auditeurs. Là, pour le coup, il faut voir que le Nord Stream a lieu la veille de l'inauguration en Pologne du Baltic Pipe. Oui. L'info m'était pas. Et le Premier ministre norvégien était censé participer à cette inauguration. Il va aux États-Unis là, quelques jours avant, une dizaine de jours avant, me semble-t-il. Et le premier jour où il va aux États-Unis, il rencontre le ministre de la Navy, le secrétaire à la Navy américain. Extraordinaire. Qui fait visiter une base, etc. Il a des réunions en présence de son ministre de la Défense. Ok. Il rencontre Anthony Blinken avant de partir, dans la foulée, donc en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. Dans la foulée, il annule sans explication et sans annonce officielle, il efface de son agenda officiel sa participation à l'inauguration du Baltic Pipe. Incroyable. Et en fait, il faut bien comprendre qu'au niveau géostratégique et énergétique, le Baltic Pipe permet on va dire, concrétiser l'initiative des 3 mers. C'est la volonté américaine de réorienter les flux énergétiques du nord vers le sud de l'Europe, toute l'Europe centrale et orientale, au lieu de l'Est, donc de la Russie, vers l'Europe de l'Ouest, en fait. Et puisqu'on parle de la Pologne, à l'époque, on a un député qui est intimement lié aux néoconservateurs américains, qui est Radoslav Sikorski, qui publie un tweet en disant « Thank you USA » et en montrant les bulles qui remontent à la surface de la mer. Il aurait dû être sanctionné pour dire ça, parce qu'en fait, il expose une opération clandestine. Alors voilà, Est-ce qu'il a été sanctionné ? Quand je dis qu'il est intimement lié aux néoconservateurs, c'est le mari d'Anna Applebaum, qui est l'une des principales journalistes néoconservatrices aux États-Unis. Bref, Radoslav Sikorski, qui est quand même vraiment un faucon néoconservateur, n'a pas été sanctionné. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères quelques mois après. Et c'est quelqu'un qui est en pointe dans ce que j'ai appelé la guerre de l'ombre en Ukraine et dans le soutien militaire massif des Ukrainiens contre les Russes. Et donc, je veux dire... je pense à tous ces experts et journalistes qui organisaient des éditions spéciales limite sur le Nord Stream, enfin bon, qui organisaient leur fameuse messe quotidienne, notamment, je ne vais pas citer les chaînes concurrentes ou autres, mais on sait très bien une chaîne en particulier qui est très active dans un effort de propagande hallucinant selon moi. Alors, LCU. Ouais, bon, je ne citerai pas de nom, mais n'existe pas, donc. Des personnes qui gagnent peut-être 3, 4 ou 5 fois ce que moi je gagne par mois, sur le plateau, de façon péremptoire, disent c'est les Russes. Oh, bah, on n'a pas la preuve, mais c'est Vladimir Poutine, car il veut maintenant déplacer la guerre dans la Baltique, etc. Mais il faut se rendre compte qu'il n'y a aucun Conspiracy Watch ou autre qui serait susceptible de m'épingler parce que je m'exprime chez vous, mais je vous remercie pour l'invitation, parce que moi, j'adorerais m'exprimer sur des chaînes comme LCI et autres. On ne m'invite pas. Vous voyez, par exemple, merci Nicolas, je vais acheter le livre, mais surtout pas aux Américains. En tout cas, il y a des gens qui vont l'acheter. Tous ces gens-là qui gagnent énormément d'argent, en tant que consultants, en tant que chercheurs, etc., balancent des théories complotistes librement sur les médias grand public, et ils sont épinglés par aucun fact-checker. Il n'y a pas de souci. Moi, dans mon article dont je parlais sur Nord Stream, je documente un certain nombre de chercheurs américains dans les think tanks très prestigieux qui n'ont même pas rétracté leurs articles où ils accusaient nommément Poutine sans preuve d'être derrière le Nord Stream. Et en fait, c'est tout l'enjeu de l'Ukraine. C'est-à-dire que en
en 1997, dans le fameux livre Le Grand Échiquier, le stratège états-unien d'origine polonaise Zbigniew Brzezinski explique que la Russie, alors vos auditeurs le savent, mais il faut le rappeler quand même, explique que la Russie cesse d'être un empire à partir du moment où elle perd l'Ukraine. Donc l'intérêt états-unien. Alors il dit, de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'il disait quand même qu'il fallait être prudent par rapport à ça. Mais en tout cas, il avait identifié l'enjeu stratégique d'attirer l'Ukraine dans le giron occidental. Et ce que permet le Maïdan, c'est concrètement, et ça je veux le souligner, et s'il vous plaît, ceux qui veulent me soutenir, et je vous en remercie, lisez mon livre, je documente le fait que le Maïdan permet l'intégration de facto de l'armée ukrainienne et des services ukrainiens à l'OTAN, sans qu'il y ait une décision officielle politique. L'Ukraine n'est pas juridiquement membre de l'OTAN, mais il faut savoir qu'entre 2015 et 2021, je documente avec des sources indiscutables le fait que les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, et j'insiste, des puissances anglo-saxonnes, d'accord ? C'est pas la France et pas l'Allemagne qui veulent promouvoir plutôt les accords de Minsk et une désescalade parce que la Russie a nos frontières, alors que les Britanniques, russophobes comme jamais, et les Américains, comme Trump récemment dit, il y a un océan qui les sépare. Mais donc, ces trois puissances anglo-saxonnes ont formé environ 82 000 soldats et officiers ukrainiens. Et c'est pas seulement de la formation, c'est l'intégration de l'Ukraine au système de commandement de l'OTAN. Et alors ça, pour vous dire, vraiment, j'ai fait un travail de recherche. Alors je vais révéler une info qu'il y a dans mon livre, donc je suis fier, mais bon, ça m'embête, je veux pas tout vous On le rappelle, expliquer mon livre. Maxime Schex, La guerre de l'ombre en Ukraine, aux éditions Éric Bonnier. Le monsieur Reznikov, qui est en 2021-2022, qui est ministre de la Défense ukrainien, je suis allé lire le livre blanc de la défense ukrainienne 2021, dans laquelle il écrit noir sur blanc que son but, c'est d'améliorer ce qu'il appelle la diplomatie militaire pour assurer l'intégration de facto de l'Ukraine dans l'OTAN sans attendre les décisions politiques correspondantes, parce qu'il sait pertinemment que un certain nombre de pays européens de l'Ouest s'opposeraient à une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Et en fait, il ne fait qu'officialiser le processus qui est en cours à partir de 2015, qui est chapeauté par le Pentagone, d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est parallèle à quelque chose qu'on a appris à partir de l'automne 2023. On ne le savait pas à l'époque. On a attendu l'automne 2023, je crois que c'est novembre 2023, un article du Washington Post, pour savoir que les services secrets ukrainiens ont été intégralement purgés et restructurés par la CIA. Alors c'est ça. Dès le Maïdan, juste après le Maïdan. C'est-à-dire dans les premières heures après la chute de Yanukovych. Donc leurs services sont des annexes de la CIA aujourd'hui. Après, alors il y a une subtilité que je vais y revenir, mais dans les premières heures, en février 2024, Valentin Nalivashenko, qui est l'ancien directeur du SBU, donc des puissants services secrets intérieurs ukrainiens, explique qu'il prend ses fonctions à la tête du SBU dans les premières heures après la chute de Yanukovych, le 22 février 2014, alors que Yanukovych était déjà il avait signé un accord la veille avec les Russes, l'opposition du Maïdan, les Polonais, les Allemands et les Français, et la diplomatie française. Mais cet accord n'a pas été respecté. C'est un accord qui prévoyait le partage du pouvoir en attendant une période de transition et des élections anticipées, le retrait de la police de Kiev. C'était pas une question de le renverser par la force et de le pousser à l'exil comme ça s'est passé. Mais bon, bref. Valentin Nalivashenko dit, et il l'a révélé en février 2024, donc 2 ans après l'intervention russe en Ukraine, que dès les premières heures après le Maïdan, il prend ses fonctions, il arrive au siège du SBU et il convoque le chef de station de la CIA et du MI6 à Kiev. Et il noue un partenariat tripartite. Et à partir de là, il purge 90% de la direction des services secrets ukrainiens pour éviter qu'il y ait des taupes russes. Et puis la purge, j'imagine, c'est une belle purge. Alors après, je sais pas, je connais pas les détails, parce qu'encore une fois, on est dans le clan, on est dans les services secrets, donc les détails sont rares, mais je veux dire, ça c'est d'importance fondamentale. Et il explique qu'à partir de là, la CIA, alors sur le MI6, il est plus discret, mais la CIA a soutenu tous les efforts ukrainiens dans le Donbass notamment. Mais il a attendu 10 ans pour le révéler. Et encore plus important à mon sens, au niveau de la perception de la menace qu'avait la Russie à ses frontières.
Encore une fois, c'est une perception de menace. Et les États agissent comme ça depuis l'Antiquité. On peut remonter à l'Égypte pharaonique contre l'Empire hittite. La Russie, c'est un État-continent qui a subi des invasions venant de l'Est, venant de l'Ouest durant toute son histoire. Donc, on peut comprendre que ça forge une certaine psychologie. Mais encore plus important à mon sens, c'est la restructuration du GUR, donc les services de renseignement militaire ukrainiens. Pour vous dire, dans le Post, alors je suis désolé, je cite beaucoup de médias états-uniens, mais bon, il y a beaucoup d'informations qui sortent a posteriori. Si vous citiez pour ce genre de travail qui est absolument formidable que vous faites, des médias français, ça se saurait. J'avoue, il y a une carence, mais réelle, il y a une carence. Bon. Après, il y a des journalistes, moi je rends hommage notamment à Marc Andevelde, des gens comme ça qui écrivent quand même des livres et qui font des enquêtes. C'est vraiment des gens très courageux, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle, à mon avis. Et vous avez d'ailleurs, vous citiez Régis Le Sommier, une auditrice veut rajouter l'hommage à Christelle Néant et à Anne-Laure Bonnel. Qu'on salue aussi. Alors, je ne connais pas la première, je connais de réputation Anne-Laure Bonnel, qui était courageuse, parce qu'elle en avait pris plein la face sur sa couverture sur le terrain du conflit au Donbass. Le problème, c'est dans les médias occidentaux, c'est qu'il faut être pour ou contre. Oui, c'est ça, toujours. Et quand on est pour ou contre, malheureusement, on ne voit pas les faits. C'est-à-dire on va sélectionner juste les faits qui nous arrangent. Mais pour revenir sur les services ukrainiens et leur restructuration par la CIA, dans le Washington Post, il est révélé à l'automne 2023 que la CIA surnommait leur petit bébé les services ukrainiens. Les services de renseignement militaire ukrainiens, le GUR. C'était notre petit bébé. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait une subtilité dont je parlais tout à l'heure. En fait, la CIA soutient et restructure et finance les services ukrainiens à partir du Maïdan. Apparemment, sous l'administration Obama était quand même quelqu'un de prudent. Il avait des fanatiques néoconservateurs derrière lui, mais il essayait de freiner Obama. C'était un président qui freinait. Biden pouvait cognitivement plus freiner. Ça a été confirmé récemment. Bon, nous, on le voyait. On nous disait, mais non, il va bien. Il y avait des journalistes sur Twitter qui disaient, oh, j'ai parlé à un diplomate, il n'a jamais vu un président aussi fringant que Biden. Il est aux commandes, il est en responsabilité. C'est Macron. On est content d'avoir un président si expérimenté à la tête des États-Unis. Emmanuel Macron, quelques semaines avant le départ c'est grotesque. Biden. Mais tout ça pour dire que sous l'administration Obama, apparemment, il y avait une ligne rouge qui avait été fixée par John Brennan, le directeur de la CIA dont on parlait tout à l'heure, qui au demeurant essayait de renverser l'allié des Russes, Bachar el-Assad, en Syrie, en parallèle. On peut faire le lien d'ailleurs, on pourra peut-être en parler du lien entre le conflit ukrainien et le Maïdan. Mais bon, bref, le conflit en Syrie et le Maïdan. Mais en fait, ce qui est fondamental, la ligne rouge, c'était la CIA n'était pas censée donner du renseignement pour cibler des officiers russes ou des opérateurs russes des services secrets. Il n'était pas censé mener des opérations létales. Par contre, il donnait les moyens aux services secrets extérieurs ukrainiens, au renseignement militaire ukrainien, au GUR. Il donnait les moyens de monter des opérations, notamment en Crimée. Pour les Russes, la Crimée, alors qu'on le veuille ou pas, la Crimée, c'est viscéral pour les Russes. Et d'ailleurs, moi, je pense, alors j'émets une hypothèse, et je souligne que c'est bien une hypothèse. Si les Russes ne sont pas intervenus directement dans le Donbass plus tôt, c'est qu'en fait, ils ne sentaient pas le Donbass menacé particulièrement, ou la Crimée menacée. Et c'est quand les Ukrainiens finalement ont voulu récupérer à la fois la Crimée et le Donbass, que les Russes se sont dit « red line », oh, désolé pour les auditeurs. Mais traduisez. Ligne rouge. C'est j'en suis désolé. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très intéressant de lire tout ce qui s'est passé pendant cette séquence, parce que déjà, donc, la CIA déploie 12 bases à la frontière russe d'espionnage. Et ça, on l'a appris en 2023, encore une fois. Non, en 2024, pardon, en février 2024. On l'apprend dans le New York Times. À la frontière russo-ukrainienne. Exactement. Et je veux dire, le renseignement qui était donné par les services de renseignement militaire ukrainiens, le GUR, c'était des renseignements stratégiques. C'est-à-dire, pour nouer le partenariat, le cimenter, en particulier en 2015, il me semble que de mémoire, leur chef de l'époque, qui était le général Kondratyuk, amène des documents sur les sous-marins stratégiques nouvelle génération en Russie. Enfin, les sous-marins de la dissuasion nucléaire. C'est des renseignements, même pas tactiques, c'était du stratégique pur. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est extrêmement dangereux. Ce sont des apprentis sorciers. Je pense aussi, par exemple, à des généraux russes assassinés par des attentats par soi-disant les services donc justement ukrainiens en plein cœur de Moscou. Et à vous écouter, en fait, c'est la CIA qui tue des généraux russes. Ou pratiquement. Alors justement, je simplifie à peine. Il y a eu, je vais distinguer deux périodes. Une période qui va, grosso modo, de la période Maïdan et post-Maïdan à février 2022.
Donc sur la première période, en fait, il y a une espèce de ligne rouge où la CIA n'est pas censée aider et co-organiser des opérations létales. Oui. Mais, néanmoins, il y a des protestations dès qu'il y a des opérations létales qui provoquent les Russes. Il y a des protestations apparemment au sein de l'administration Obama. Ils disent aux Ukrainiens, vous allez trop loin, vous voulez déclencher une guerre plus grave et autres. Enfin, calmez-vous. Mais néanmoins, le programme de soutien des services ukrainiens de la CIA, il continue de s'amplifier, y compris sous Trump, qui nomme Mike Pompeo à la CIA et John Bolton, qui est l'un des plus fanatiques des néoconservateurs, comme conseiller à la sécurité nationale. Et ils vont à Kiev, ces deux, et ils disent on va continuer à vous soutenir, on va même amplifier le soutien. Et il y a une montée en puissance de ce que j'ai appelé la guerre de l'ombre en Ukraine, incluant le Maïdan, et à partir du Maïdan, alors on peut remonter aussi, il y avait la fameuse révolution orange, ostensiblement soutenue par l'administration de George W. Bush en 2004. D'ailleurs, c'est la même équipe. Oui. En gros, c'est le parti Notre Patrie qui s'est arrogé le pouvoir en 2014 grâce au Maïdan, et dont la figure était Arsène Avakov, qui est resté ministre de l'Intérieur de 2014 à 2021, et c'était l'homme qui gérait la militarisation des milices nationalistes. Et c'est l'homme qui faisait en sorte qu'il n'y ait pas de paix possible avec la Russie, parce qu'il utilisait les milices nationalistes pour faire pression sur les présidents Poroshenko puis Zelensky pour éviter qu'il y ait des compromis avec les Russes. Donc Arsène Avakov, c'était aussi l'interlocuteur privilégié de la France et de la Grande-Bretagne dans les contrats d'armement. Et quand il a démissionné en 2021, les milieux à Paris de l'armement s'inquiétaient parce qu'ils disaient avec qui on va pouvoir commercer. Mais tout ça pour dire qu'il y avait la première phase dans laquelle la CIA était accro, les services américains, et c'est dit dans le Times, ils étaient accros aux renseignements qui étaient fournis par l'Ukraine, qui étaient d'importance majeure. Les partenariats avec les services concernaient d'autres pays d'Europe de l'Est, ça allait jusqu'à la Hollande. Avec l'Ukraine, je veux dire, il y avait une masse de renseignements qui arrivait constamment, et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais réduit leur soutien pour les opérations des services ukrainiens qui provoquaient les Russes. Et à partir de février 2022, c'est la deuxième période, la CIA explicitement reçoit l'autorisation de Biden et de son équipe pour conduire à tuer des Russes, y compris des généraux, y compris le fameux navire amiral, le Moskva, qui a été coulé en avril 2022 dans la mer Noire. Oui. Mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est dangereux, ce genre de politique. On utilise l'Ukraine, qui est un pays qui est militairement inférieur à la Russie, pour saigner les Russes. Et c'est même admis par Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, le chef du Pentagone, le 25 avril 2022. Il dit « Notre but, c'est de faire tellement mal aux Russes qu'ils ne pourront plus attaquer d'autres pays. C'est même pas de reconquérir les territoires perdus, entre guillemets, par le pouvoir central en Ukraine. C'est de faire mal, de saigner les Russes. Mais on en vient dans la même logique. On parlait de l'Afghanistan, c'est la même logique que l'Afghanistan dans les années 80. On va saigner les Russes. Brzezinski avait dit au président Carter en 78, en 79, les Russes entrent en Afghanistan, c'est leur Vietnam, on va les saigner. On est dans la même logique en Ukraine. C'est des guerres par proxy qui ne visent pas à soutenir les populations locales dont la CIA se contrefout. Elles visent à affaiblir un adversaire stratégique. Et il faut bien comprendre que... Mais c'est pas n'importe quel adversaire stratégique. Je veux dire, on ne comprend pas d'ailleurs que la Russie de Poutine ne réagisse pas de façon beaucoup plus virulente. Alors, là, par exemple, récemment, le nouveau chancelier allemand, Merz, a annoncé qu'il allait livrer des taurus. Apparemment, ça va être une livraison clandestine, c'est-à-dire que ce ne sera pas officiel. Donc on apprendra que des taurus ont été utilisés à partir du moment... Par exemple, frapper le Kerch, le pont de Kerch. Alors, le pont de Kerch est une obsession des officiers allemands, notamment. Mais je veux dire, c'est frapper le pont de Kerch, mais on frappe une artère. Les Russes peuvent frapper potentiellement une capitale européenne ou des objectifs européens. Il faut bien comprendre que nous sommes co-belligérants en Ukraine. On ne se contente pas de livrer des armes. On a tout un système de supervision, de renseignement satellitaire, etc., de renseignement technique et stratégique, qui fait que nos services secrets notamment, occidentaux au sens large, sont co-belligérants. Et notamment dans le ciblage, dans l'acquisition de cibles. Olaf Scholz lui-même, l'ancien chancelier allemand, avait dit qu'il refuserait la livraison de missiles Taurus parce qu'il ne voulait pas faire ce que font les Britanniques et les Français en termes d'acquisition de cibles, dans l'usage des fameux scalps et, c'était les fameuses indiscrétions de leurs échanges. Voilà. Mais il l'a dit publiquement, Olaf Scholz, il a dit ça ferait de nous des co-belligérants, comme la France et la Grande-Bretagne. Donc mais on se rend compte que, en fait, il faut que la population française comprenne que notre pays il est engagé dans une guerre par procuration
qui est quasi directe, en fait, au niveau opérationnel en tout cas, au niveau conception des opérations, elle est directe, on peut dire, parce que les Ukrainiens sont nos proxys, mais on les aide à cibler les Russes, etc. Alors que nos politiciens nous disent en chœur, mais non, nous ne sommes pas co-belligérants. Il y a des campagnes de presse pour dire qu'on ne l'est pas. Nous le sommes. Dans ce cas, il faut qu'il y ait un débat, un vrai débat public sur cette question-là. C'est pour ça que je fais ce travail de recherche. C'est pour exposer le fait que de plus en plus, les Occidentaux, ils ont vu ce que ça a donné l'Irak, notamment l'Afghanistan, ça a été des débâcles. Ils mènent des guerres par proxy de plus en plus. Et ça passe souvent par le clandestin. Donc le débat public est biaisé parce que vu que c'est clandestin, on n'en parle pas ou peu. Et c'est tout le sens de mon travail. Et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver un employeur à ce sujet-là. En France, je pense que vraiment, vous pouvez faire une croix dessus définitivement. Bonjour, passionnante votre émission. Et là, je dois vous quitter. Je vais faire la promotion du livre et de l'émission, nous explique cette auditrice. Merci Nicolas. Vous êtes toujours aussi pertinent. C'est trop gentil, chère auditrice. Et merci à Maxime Schex. Courage. Et je vous souhaite une bonne continuation. Alors, des questions un petit peu sur des sujets. Soros, un rôle. Le rôle de ceux qui ne sont pas des États, mais des ONG. Ah oui, mais vous savez qu'il nous reste que 2 minutes. Oui, on va faire vite. Après, Soros, comme Omidyar, dont je parlais tout à l'heure, Pierre Omidyar, qui a fondé le média The Intercept, qui est une chose positive, mais il a aussi investi dans le mouvement Maïdan, notamment. Oui, effectivement, la fondation Open Society en Ukraine, mais c'est public, il n'y a même pas de complot. C'est-à-dire que les fondations, le rôle de la NED, j'y reviens extensivement dans mon livre, la National Endowment for Democracy, qui est censée être une structure privée mais financée par le contribuable américain, a massivement financé le Maïdan. Et enfin, il n'y a pas de mystère là-dedans. Il y a une question sur la Turquie, mais on n'a pas le temps. C'est un rôle, hélas. Mais en tout cas, c'est dans le livre. Mais justement, il ne faut pas tout raconter. Il faut donner envie d'acheter le livre. Maxime Schex, préface d'Alain Juillet, La guerre de l'ombre en Ukraine, les raisons cachées du conflit, OTAN-Russie, aux éditions Éric Bonnier. Vous avez la même chose avec la guerre en Syrie. Et ça a passionné les auditeurs. La guerre de l'ombre en Syrie, avec la même maison d'édition. Le temps du petit quatrain que Michel Dumas m'a envoyé au dernier moment. Rêvons que tout guerrier en chemin de Damas regrette leur tuerie et armes qu'ils amassent. Multipolaire, fou, n'étant plus à la masse, qu'enfin rayonne paix de Kiev jusqu'au Hamas. Eh bien, il reste 30 secondes pour vous remercier. Merci à vous. Pour nous dire que on se retrouvera rapidement, je pense que vous a écouté celui qui me succède, dont j'ai parlé en début d'émission, qui n'est autre évidemment que le grand Mike Borowski et son émission de controverse, et que je pense qu'il sera particulièrement intéressé par vos talents, et non seulement d'écrivain, mais aussi d'homme de radio. Vous êtes formidable. Pendant une heure et demie, on ne s'est vraiment pas ennuyé. Hein. J'ai peu l'habitude, mais ça me fait très plaisir de pouvoir m'exprimer dans les médias. Et merci encore pour votre invitation, parce que ma parole se fait rare malheureusement. Et merci à vos auditeurs pour leur attention. Merci à vous, Maxime Schex. Merci, ma chère Virginie. Je remercie évidemment encore Sylvie et Patrick. Et je vous souhaite une excellente journée et à samedi prochain sur Radio Courtoisie. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.